Francia, le docteur Monsef Slaoui. Monsef Slaoui, bonjour. Bonjour. Je dis bonjour parce que c'est le matin chez vous, en Philadelphie, aux États-Unis. Alors, je rappelle, il me faudrait une heure pour égrener votre CV. Je rappelle que vous êtes spécialiste en immunité en vaccin. Vous étiez jusqu'à une date récente le directeur de la recherche et de développement de GSK. Je rappelle que GSK, c'est l'une des plus grandes boîtes au monde. C'est un géant pharmaceutique. Il y a quasiment 15 000, vous me corrigez si vous êtes tort, il y a quasiment 15 000 chercheurs dans cette entreprise de ce géant de pharmaceutique. Et actuellement, vous êtes membre du conseil d'administration de 9 sociétés en biotechnologie. C'est pour dire que vous êtes une sommité mondiale dans le domaine du vaccin. Première question, c'est un peu personnel. Comment vous êtes venu justement à ce monde du vaccin et des médicaments? Écoutez, j'ai du mal à entendre la question, mais je pense que vous m'avez demandé comment j'ai rejoint le monde du vaccin. Oui. C'était un mélange de passion pour la biologie, en général, le fonctionnement du corps humain, et en particulier pour l'immunologie, d'une part, et d'autre part, un effet du hasard, parce que pendant que ma future épouse et moi-même faisions notre entraînement postdoctoral aux États-Unis, en 1983, le sida est apparu et la nécessité d'essayer de découvrir un vaccin contre le virus du sida, HIV, a fait que mon épouse, qui est virologue, a été engagée par une société basée en Belgique qui s'appelait à l'époque SmithKline Rite et qui est en fait une partie de ce qui est devenu GlaxoSmithKline. Et on a décidé de retourner en Belgique pour qu'elle dirige une équipe de recherche qui avait pour objectif de faire un vaccin contre le virus du sida. Et moi, je suis retourné, j'étais professeur à l'Université libre de Bruxelles, mais pendant à peu près 3 ans, j'ai conseillé cette entreprise et j'ai découvert vraiment une passion pour la vaccinologie et les vaccins, et surtout pour l'impact qu'ils ont sur le monde et sur l'humanité. Et donc, c'est comme ça que j'ai été exposé. Et j'ai rejoint la société en 1988 et j'y ai passé 29 ans, toute ma carrière, jusqu'à ce que je prenne ma retraite il y a à peu près presque 3 ans. Oui. Alors, vous vivez aux États-Unis. Enfin, actuellement, c'est l'un des plus grands foyers. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est un peu inquiétant. Il y a 20 000 morts jusqu'à maintenant. Comment vous expliquez qu'un pays aussi puissant, aussi développé que les États-Unis, puisse vivre une situation pareille? Oui, c'est vraiment, ça nous rend tous humbles de comprendre en fait que les maladies infectieuses sont extraordinairement dangereuses pour toutes les populations du monde. En fait, ce qui s'est passé spécifiquement aux États-Unis, probablement aussi en Europe du Sud et en Angleterre, c'est une forme de négligence de ne pas avoir introduit de manière très rapide du confinement social strict. En fait, aux États-Unis, on se rend compte maintenant que le virus est arrivé d'Europe vers la côte est des États-Unis et d'Asie vers la côte ouest des États-Unis à partir du mois de décembre, c'est-à-dire à peu près 1 mois et demi, 2 mois après que les premières informations nous soient arrivées de Chine. Et pendant 2 mois ou 2 mois et demi, ce virus s'est propagé de manière extraordinaire dans la population, étant donné en fait tous les mouvements qui sont caractéristiques en fait de la culture américaine, où les gens se déplacent tout le temps. Ce virus s'est propagé à une vitesse extraordinaire et nous ne sommes arrivés à introduire du confinement social de manière assez stricte qu'à partir de la mi-mars. Et à ce moment-là, c'était franchement assez tard, ce qui explique qu'il y a aujourd'hui plus que 500 000 cas d'infection avérés. La majorité des experts considèrent que le vrai nombre de cas est en général 5 à 10 fois plus élevé que celui des infections avérées, puisqu'on ne détecte que chez les personnes qui ont des symptômes. Et comme vous le savez, beaucoup de gens n'ont pas de symptômes ou des symptômes très, très mild, très moyens. Et donc, en fait, ce virus est partout, dans tous les États américains, probablement dans toutes les villes américaines. Et alors,
Oui. Comment vous expliquez la particularité de ce virus? En quoi il est particulier par rapport aux autres virus? Et comment vous expliquez cette pandémie qui est assez étonnante et qui est assez inédite? Comment vous expliquez cette situation et la particularité du coronavirus par rapport aux autres virus qui sont déjà existants et qui sont de la même famille? Le fait qu'il y ait une pandémie, premièrement, est sûrement lié en partie à la globalisation dans le monde, au mouvement extrêmement intense de personnes entre tous les points du pays. Et en fait, en quelques mois, le virus est maintenant dans au moins 151 pays dans le monde, c'est-à-dire partout dans le monde. Deuxièmement, ce sont des caractéristiques spécifiques du virus qui font que son infectivité, son taux de transmission d'une personne infectée à une personne qui n'est pas encore infectée est plus élevé que celui d'autres virus de la même famille, d'autres coronavirus de la même grande famille. Comme vous savez, il y a eu un virus qui s'appelait SARS au début des années 2000, qui s'est déclaré en Asie du Sud-Est et qui s'est rapidement éteint parce qu'il y a eu des mesures de confinement, mais aussi parce que l'infectivité de ce virus était moindre. Et la même chose par rapport au virus MERS au Moyen-Orient. Donc des caractéristiques du virus qui sont impossibles à prédire. Par contre, je vais dire que plusieurs personnes, dont moi-même et plusieurs experts dans le monde, après la crise Ebola, avec la crise Zika, donc il y a quelques années, 2009, 2010, 2011, nous avons tous parlé, 2016, nous avons parlé de la nécessité d'être préparé contre une pandémie. Parce que c'est pas est-ce qu'une pandémie va arriver, c'est plutôt quand va-t-elle arriver et quel genre de virus va être responsable de la pandémie. Malheureusement, c'est arrivé en fait beaucoup plus vite que beaucoup plus de personnes croyaient. Alors, il y a la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est la question, est-ce qu'il y a une possibilité de trouver des médicaments et une thérapie, et notamment un vaccin à ce coronavirus et à cette épidémie? Est-ce qu'il y a des possibilités maintenant? Comment vous voyez cette possibilité-là? Est-ce que c'est bientôt, c'est proche? Et combien ça pourrait prendre de temps? Oui. Alors, en ce qui concerne les médicaments, c'est-à-dire pour traiter les personnes qui sont déjà infectées, il y a pratiquement 800 études cliniques de par le monde. Extraordinaire. Un taux d'activité vraiment extraordinaire. Et je dirais qu'il y a plusieurs familles d'approches de médicaments, médicamenteuses. Une famille d'approches, c'est celle de médicaments qui inhibe le virus, qui l'empêche de se répliquer dans l'individu. Et par exemple, l'hydroxychloroquine est un exemple, et je sais qu'il est controversé, il y a des publications positives et négatives. Heureusement, il y a maintenant de bonnes études cliniques faites comme il faut qui vont nous donner des conclusions. Il y a un autre médicament par une grande boîte pharmaceutique qui s'appelle Gilead, qui a montré quelques résultats positifs très récemment. Je suis optimiste, étant donné la rapidité de cette maladie et la présence de beaucoup de personnes infectées, que les études cliniques qui sont en cours vont se dérouler rapidement. Et je pense que d'ici à la fin du mois de mai, par exemple, ou en juin, on va savoir si certaines de ces stratégies de bloquer le virus, quand il est déjà dans notre corps, fonctionnent. Il y a une deuxième famille de médicaments qui tempèrent la gravité et l'agressivité de la réponse immunitaire que notre corps fait contre le virus. Parce que malheureusement, dans beaucoup de cas de décès et de maladies graves, la maladie provient de la force avec laquelle notre système immunitaire répond contre le virus. Alors, il y a des stratégies de médicaments qui sont déjà approuvées pour d'autres utilisations, pour les maladies auto-immunes, qui sont en train d'être testées et de nouveau, des résultats seront disponibles dans les plusieurs semaines qui viennent. Un troisième type d'intervention est d'utiliser des anticorps monoclonaux qui ressemblent de manière synthétique au fait de prendre du sérum d'une personne qui a été guérie, qui s'est infectée mais qui a été guérie, qui a maintenant des anticorps contre ce virus et essayer d'aider le système immunitaire de patients malades en ajoutant plus d'anticorps, plus d'immunité contre le virus. Je suis optimiste que dans les quelques mois qui viennent, nous allons avoir des interventions. Leur degré d'efficacité est difficile de prédire aujourd'hui,
mais je pense qu'on va pouvoir diminuer la morbidité, la mortalité, la longueur du séjour dans les hôpitaux et par conséquent diminuer la pression sur l'infrastructure hospitalière de par le monde dans tous les pays. Alors en ce qui concerne les vaccins, et ça c'est quelque chose où je suis directement impliqué, de nouveau, il y a plus de 30 vaccins en développement préclinique, c'est-à-dire testés dans les animaux, et il y a 2 vaccins qui sont déjà arrivés dans les études cliniques. Ce qui est extraordinaire, c'est que la séquence ADN, DNA du virus a été distribuée pour tous les scientifiques du monde le 13 janvier 2020. Entre le 13 janvier 2020 et le 16 mars 2020, donc à peu près 8 semaines, une compagnie dont je suis sur le conseil d'administration, Moderna, est arrivée à faire le design d'un virus, d'un vaccin, le tester, le produire de manière compatible avec le fait de le mettre chez l'homme, le tester chez l'animal et commencer une étude clinique. Ce processus, en moyenne, prend combien de temps? 3 ans, 5 ans, 7 ans. Ça a pris 7-8 semaines pour commencer les études cliniques. Alors, une fois qu'on est en études cliniques, il faut suivre 2 ou 3 étapes de développement. Étant donné l'urgence, il est possible qu'on fasse cela en 2 étapes. Je pense que d'ici à la fin de l'année, on va savoir si ce vaccin, ainsi que d'autres, est safe, donc son innocuité est adéquate pour l'utiliser chez les gens sains. Et deuxièmement, si on a des évidences sur son efficacité. Alors, on sait déjà que ce vaccin et quelques autres sont capables de produire une réponse immune qui bloque le virus dans un tube. On commence à savoir que ce vaccin, en particulier, et peut-être un deuxième, est capable de protéger des souris contre l'infection par ce virus. Et ça va nous prendre probablement les prochains 6 à 10 mois pour savoir s'il protège les êtres humains. Je suis très optimiste qu'on aura plusieurs vaccins contre ce virus. Le problème, c'est pas d'avoir le vaccin. Le problème, en fait, c'est de produire assez de vaccins, une fois qu'on l'a, pour protéger 8 milliards de personnes. Parce qu'il faudrait, il faudrait une quantité avec des milliards de vaccins pour pouvoir vacciner tout le monde. Ben alors, la question que je voudrais vous poser... Oui, allez-y, je vous en prie, parce que j'ai une question justement sur ça à vous poser. Allez-y, je vous en prie, pardon. Donc, en fait, une des choses que plusieurs experts, dont moi-même, il y a quelques années, discutions avec les autorités, c'est de dire il faut qu'on construise des usines capables de produire des vaccins en très large quantité, alors que nous n'en avons pas besoin au moment où on les construit. Parce qu'un jour viendra, et malheureusement on y est aujourd'hui, où on aura besoin de cette capacité. Et juste pour vous donner une idée, normalement, de l'étape de design au fait d'avoir une usine validée par les autorités régulatoires pour pouvoir faire du vaccin et le produire de manière à le vendre, donc en grande quantité, en général, on compte 4 à 5 ans. D'accord. On va devoir être hyper créatif pour qu'une fois qu'on a le vaccin, on puisse en produire beaucoup. Et je pense qu'une partie de la créativité va être de dire, OK, on va utiliser ce vaccin chez les personnes à plus haut risque. On va utiliser ce vaccin chez les personnes qui sont dans la santé, donc les médecins, les infirmiers, etc., en première ligne. Et puis, petit à petit, on va augmenter la capacité de production. Et j'espère que parmi les 30 vaccins en développement, la majorité vont réussir. Et donc, tous ensemble, on va pouvoir, dans les années qui viennent, couvrir la population entière. Parce que c'est la question que je voulais poser, enfin, vous avez répondu d'une manière indirectement sur ça, c'est qu'il y aura besoin, dans le monde entier, donc il y aura tous les pays, notamment les pays riches et développés, vont vouloir acheter ces vaccins. Alors va se poser la question des pays qui n'ont pas des moyens, comme ces pays riches. Par exemple, si on prend le Maroc, par exemple, quelles seront les chances d'un pays comme le Maroc pour avoir ce vaccin bientôt? Enfin, bien sûr, quand ce vaccin sera distribué et mis en vente. Nous allons avoir des questions éthiques énormes. Et par exemple, la compagnie dont je suis sur le conseil d'administration, elle travaille déjà. De comment décider, supposons qu'on ait 1 million de doses de vaccin ou 10 millions de doses de vaccin, comment décider que ce vaccin va être utilisé
dans telle population, dans tel pays, dans telle géographie. Notre préférence, c'est que ce genre de décision soit prise par des autorités scientifiques supérieures, complètement apolitiques, dont l'objectif est d'optimiser la manière par laquelle on prend contrôle de cette pandémie. Ça veut dire que, si c'était moi, les points chauds où l'infection est encore très forte, la progression de l'infection est encore très forte, devraient par exemple avoir la priorité. Certainement, les healthcare workers, donc toutes les personnes impliquées dans la le santé, système de santé. Parce que ce sont eux qui sont en première ligne. Et si eux sont malades, le reste n'ira pas. Et donc, qu'on y aille avec des approches qui sont géographiquement ciblées et risque et importance de la population ciblée. Mais ça va être compliqué. Moi, j'ai vécu la crise en 2008-2009 de la grippe porcine, où il y avait un risque de pandémie. Je ne sais pas si on dit porcine, un swine flu. Oui, porcine. Et en fait, en tant que dirigeant de la compagnie GSK, on avait vraiment des problèmes où certains pays où nous avions des usines de production ont dit, si vous ne nous donnez pas les doses pour ce pays, en priorité, on va emmener l'armée qui va prendre contrôle de l'usine. Donc, ça va être compliqué. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y aura des vaccins et qu'on a des stratégies de confinement, on peut en parler plus, pour attendre. Mais donc, il y a de la lumière au bout du tunnel, comme on dit en anglais. Je ne sais pas comment penser. Parfait. Alors, une autre question qui est liée à ce que vous venez de dire maintenant sur les stratégies de déconfinement. C'est-à-dire que là, on a des milliards de personnes qui sont confinées, qui sont chez eux. Alors, comment s'en sortir? Comment s'ouvrir? Comment déconfiner les gens? Comment vous voyez les scénarios, justement, de déconfinement et d'ouverture? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que ça va être par étapes. Et la première étape, franchement, c'est de respecter le confinement à fond, avec une rigueur absolue. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer à potentiellement ouvrir, il faut que le taux d'infection descende. Si on a encore beaucoup de virus qui circulent dans la population, c'est pratiquement impossible de prendre contrôle de ce virus, sauf par vaccination. En masse, on y arrivera, mais on n'y est pas encore. Donc la première étape, d'abord, pour pouvoir espérer déconfiner, il faut qu'on confine à fond. La deuxième étape, c'est le fait de maintenant avoir des tests qui permettent de savoir si les gens ont été infectés sans symptômes et donc sont probablement, très probablement, immunisés contre le virus parce que l'infection leur a donné l'immunité et ils se sont débarrassés du virus. Ces personnes-là sont à beaucoup moindre risque et peuvent commencer à réouvrir l'économie, réouvrir un semblant de vie sociale. Mais il faudrait absolument, en même temps, en utilisant ces tests qui permettent d'identifier ces personnes, et là je parle d'utiliser des tests sur des millions de personnes, je ne parle pas d'utiliser des tests sur des gens qui ont des symptômes ou quelque chose comme ça, c'est sur tout le monde. On peut identifier les personnes qui peuvent être plus relâchées dans la société en termes d'emploi et d'activité, et on devrait confiner de manière très stricte les personnes à très haut risque en même temps pour les protéger. L'autre chose qui va être importante en même temps que la disponibilité de ce test qu'on appelle un test sérologique qui détecte les anticorps, ça va être la disponibilité d'approches thérapeutiques. J'en ai parlé. Probablement qu'en juin, on va être capable, je prédis, mais bon, j'espère que c'est vrai. Juin prochain, ce juin-là, 2020. Dans 2 mois, quelque chose comme ça, on aura des résultats robustes et solides qui ne sont pas liés à une opinion que tel médicament marche ou tel médicament ne marche pas, mais plutôt des résultats scientifiquement solides qui vont permettre d'intervenir sur les patients, de diminuer la mortalité, diminuer la morbidité. Donc, ça veut dire diminuer le risque pour les personnes et diminuer la charge sur le système hospitalier. En ayant ça, c'est-à-dire diminuer l'infectivité en étant strict dans le consignement, identifier les personnes qui ont déjà vu le virus et qui sont protégées, et ayant une stratégie thérapeutique confirmée, je pense qu'on pourra déjà pas mal ouvrir
la population. L'étape suivante va être une étape qui sera liée à la disponibilité d'un vaccin et qui va mettre, je suppose, des années à arriver à protéger tout le monde. Mais comme on a discuté, on va pouvoir, en ciblant l'utilisation du vaccin, minimiser le risque. Et bon, on doit savoir, par exemple, aux États-Unis, c'est vrai que c'est terrible, il y a 20 000 personnes qui sont décédées en 6 semaines de ce virus. Chaque année, il y a 20 à 40 000 personnes qui décèdent de la grippe aux États-Unis, malgré le fait qu'il y ait un vaccin. C'est-à-dire que les maladies infectieuses sont importantes, les personnes à risque sont très susceptibles, et il restera malheureusement beaucoup de dégâts à la population humaine. Mais je pense que probablement d'ici à 2021, notre réalité ne sera pas, je pense, totalement normale, mais sera énormément améliorée en suivant les étapes que j'ai décrites. Et il y a une question aussi, peut-être que vous pourrez répondre, à laquelle vous pourrez répondre, c'est est-ce qu'une personne pourrait être immunisée après une contamination par les virus? Parce qu'il y a beaucoup de débats autour de cette question. Bon. La majorité des infections virales, si on recover, donc on survit, rétablissement et on est de nouveau sain, aboutissent au fait que l'infection elle-même nous immunise contre une infection future. Sauf si le virus varie et change tout le temps, de manière à échapper à cette immunité. C'est le cas du virus de la grippe. C'est pour ça qu'on doit se faire vacciner chaque année. Contre le nouveau virus de la grippe. Ce virus Covid-19, jusqu'à présent, malgré un taux de multiplication extraordinaire, puisqu'il est probablement je pourrais dire, entre 15 et 100 millions de personnes dans le monde ont expérimenté ce virus déjà. Donc, il s'est répandu de manière extraordinaire, il s'est reproduit de manière extraordinaire. Sa variabilité jusqu'à présent ne suggère pas qu'il est capable d'échapper à la réponse immune qu'il aurait créée chez les personnes qui se sont fait infecter. Donc, je pense je serais très étonné que les personnes qui sont infectées et qui ont récupéré ne soient pas protégées. Je pense qu'ils sont protégés. Maintenant, elles seront protégées contre la maladie. Et je vois aussi qu'il y a plein de débats qu'on a détectés par PCR du virus ou pas. La majorité des vaccins ne protègent pas contre une petite infection. On se fait une petite infection, on ne se rend même pas compte, et puis notre système immunitaire se débarrasse du virus très vite, sans qu'on soit malade. Et donc, s'il se fait qu'on vienne et qu'on détecte est-ce qu'il y a du virus, il se peut qu'une personne immune ait du virus, mais elle ne sera pas malade. Alors, d'un point de vue de la transmission dans cette pandémie, ça pourrait être un problème. Parce qu'il faudra comprendre, est-ce que la charge virale que les personnes qui sont immunes ont est importante et capable de transmettre beaucoup, ou bien est-ce qu'elle est très, très basse. Et on va apprendre petit à petit, en fait. On découvre comment ce virus se comporte et comment l'immunité à ce virus se comporte. Alors, il y a une autre question, un autre débat qui est posé et qui pose plusieurs problématiques, c'est l'utilisation des nouvelles technologies, des technologies digitales, justement dans cette sortie de crise. Et on l'a vu, et même pour le contrôle des personnes qui sont atteintes par le coronavirus, par exemple l'utilisation des applications, l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a vu certains pays utiliser ça d'une manière massive, la Corée du Sud, la Chine. Comment vous voyez l'utilisation de ces technologies digitales, justement pour endiguer le coronavirus et sa contagion? Je pense qu'elle va être essentielle. Et j'espère que le monde va dépasser les questions de éthique, privacy, donc de vie privée, de vie privée, pour aider à se débarrasser de cette pandémie qui a complètement paralysé le monde. Donc, il y a effectivement des applications qui permettent, grâce à nos téléphones portables, de savoir avec qui on a été en contact. Et ce que ça va demander, c'est deux choses. Que les personnes infectées soient identifiées de manière à ce que dès qu'un autre téléphone vient
proche d'eux pendant quelques minutes, pas juste se croiser, mais disons pendant 2 ou 3 ou 5 minutes, eh bien que la personne qui n'était pas infectée mais qui a été en contact avec ce téléphone soit maintenant identifiée et qu'on isole cette personne jusqu'à ce qu'on teste si elle est infectée, si elle a été infectée ou pas. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, pour que ça réussisse, il faut que les gens acceptent les problèmes de privacy, mais la deuxième, il faut que tout le monde garde son téléphone avec eux tout le temps, parce que évidemment, la personne qui n'est pas d'accord, et malheureusement, elle peut laisser son téléphone à la maison. Ça va arriver beaucoup. Laisse son téléphone à la maison, et en fait, il suffit que plusieurs personnes fassent cela pour que l'efficacité du système diminue. J'ai appris en fait que Google et Apple ensemble ont mis sur pied une application qui va être utilisée, et je prévois qu'il y aura tout un tas de débats par rapport à la privacy, et j'espère qu'on pourra l'introduire très vite. Mais la Chine l'a introduite, la Corée du Sud l'a introduite, et avec beaucoup de succès. Alors, dernière question, Dr Moncef Slaoui, le monde après coronavirus, comment vous le voyez? En fait, et c'est la beauté, je trouve, de l'être humain. On a un énorme challenge en face de nous, et on peut déjà prévoir, on voit déjà une créativité extraordinaire qui va faire qu'on va changer la manière, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de secteurs, on va changer la manière dont on vit et s'adapter à une nouvelle réalité très vite. Par exemple, je pense que le e-commerce, donc le commerce par Internet, va exploser évidemment très très vite. Il y aura des conséquences sur les emplois, des conséquences sur plusieurs entreprises qui n'arrivent pas à se repositionner rapidement. Mais il y aura des avantages étant donné que toute une partie des chaînes de distribution qui existaient auparavant et qui chaque fois ajoutent du coût à ce qu'on achète va disparaître. Et donc je prévois que les coûts devraient diminuer, et toute une série d'entreprises comme Amazon et d'autres vont encore proliférer beaucoup plus. Je pense que certains aspects, comme le travail à partir du domicile, vont se répandre de manière très très rapide maintenant. Beaucoup d'entreprises se posaient la question, est-ce qu'on va permettre aux gens de travailler à partir de leur maison ou pas? En fait, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de fonctions différentes fonctionnent parfaitement avec les personnes travaillant à partir de leur domicile. De nouveau, plusieurs implications au niveau de la vie sociale, de la balance entre la vie familiale et la vie professionnelle. Je pense que ça va beaucoup changer. Je pense aussi que les investissements dans l'industrie de la santé en général et la découverte de nouveaux médicaments, la découverte de nouvelles méthodes de traitement, la découverte de nouveaux vaccins va prendre beaucoup plus d'importance. Et je voudrais ici ouvrir une parenthèse et juste dire, bien sûr, pour les personnes qui sont contre les vaccins, imaginez qu'il n'y ait pas un vaccin contre la rubéole, contre la rougeole, contre la diphtérie ou le tétanos, tous ces vaccins qu'on prend tout le temps. Si on ne les avait pas, on vivrait tout le temps comme on est en train de vivre aujourd'hui, avec des virus qui sont encore plus infectieux et plus mortels. Donc, s'il vous plaît, il faut se faire vacciner, non seulement contre Covid-19 le jour où on aura le vaccin, mais contre tous les pathogènes pour lesquels on a des vaccins. Et on doit tous continuer à investir notre intellect et nos moyens pour faire plus de vaccins et de médicaments. Dans le sens négatif, ce qui va changer, je ne sais pas si c'est très populaire au Maroc, par exemple les vélos partagés. On vient, on met sa carte de crédit, on prend un vélo, on va d'un coin à un autre. Bon, il y a partout en Europe et aux États-Unis. Bon, moi je prévois que ce genre de choses va avoir beaucoup de mal à rester, parce que les gens vont se poser la question, mais qui est-ce qui a touché ce vélo avant moi? Qui est-ce qui a touché cette voiture de location avant moi? Qui est-ce qui a été dans cette chambre d'hôtel avant moi? Je pense que la restauration va changer, dans le sens où probablement une plus grande partie de leur business va devenir take-out, donc délivré à la maison. Emporté. La manière dont les gens vont vivre leur vie sociale va évoluer.
Et à mon avis, dans 4-5 ans, j'espère, on n'oubliera pas qu'on doit investir pour prévenir des pandémies et y répondre, toutes les choses qu'on est en train d'apprendre maintenant, qu'on n'a pas fait avant, premièrement. Et deuxièmement, on vivra une vie qui sera la nouvelle norme, ça sera normal et l'espèce humaine continuera. Merci beaucoup, Dr Monsef Slaoui. Je rappelle que vous êtes en direct avec nous en Philadelphie aux États-Unis. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Enfin, je rappelle que vous avez une sommité mondiale dans le domaine du vaccin, d'immunologie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. مشاهدينا الكرام كنذكر بان الضيوف ديالنا اليوم كانوا هما الاستاذ الدكتور محمد اليوبي مدير الاوبئه بوزاره الصحه. تكلمنا على الوضعيه ديال الكورونا فيروس الان حاليا في المغرب والاجراءات اللي خداها المغرب من اجل الحد من هذا الوباء هذا. كان معنا ايضا الدكتور منصف السلاوي اللي هو خبير دولي في علم اللقاح والمناعه. اذكر بانه الناس الحديث كان معه باللغه الفرنسيه بانه من اكبر المختصين الان في العالم في الميدان ديال اللقاح، وبانه كان سابقا هو المدير ديال الابحاث في شركه جي اس كي اللي هي من ثالث ورابع ولا رابع اكبر شركه في الادويه في العالم، وهو اللي كان مسؤول يعني تقريبا فيه واحد 15,000 باحث، هو اللي كان على الراس ديال هذا الشركه هذا القسم هذا ديال الابحاث، يعني بانه 15,000 واحد هو اللي كان المدير ديالهم. من بين الامور اللي تكلم عليها الدكتور منصف السلاوي يعني بانه الناس اللي ما تفهموش اللغه الفرنسيه بانه كاين الان حاليا تقريبا واحد 30 بحث على اللقاح في العالم. كاين واحد جوج ديال الابحاث اللي تقدموا بواحد الشكل كبير، وبانه من هنا نهايه السنه غيتم التعرف على النتائج ديال هذه الابحاث هذه، على اساس بانه في 2021 بانه يكون البدايه ديال هذا اللقاح هذا، وبانه التوزيع ديالو رغم بانه ما ذكر به الدكتور منصف السلاوي بانه اللقاح كيطلب واحد الوقت كبير جدا، ولكن الان كيحاولوا الان يكون واحد التسريع ديال هذا البحث عنه. من بين الامور اللي تكلم عليها ايضا الدكتور السلاوي هي القضيه ديال الخروج من الحجر الصحي، يعني بانه خاصو مجموعه ديال المراحل باش يلا تعاود ربما نرجعوا للحياه عاديه. بان تكلم عليها بانه اول حاجه اللي هو القاعده الضروريه هو الاحترام ديال الحظر الصحي والبقاء في المنازل بشكل كبير. من بعد ممكن بانه يبدا القضيه الاطلاق تدريجي للناس في بعض المدن وفي بعض الاماكن. هذه القضيه ديال الحظر الصحي والحجر الصحي تكلم على الدكتور منصف السلاوي بانه الاشخاص المهددين، الناس اللي عندهم الصحه يعني بان على قد الحال بانه ممكن بانها تاخذ اشهر واشهر، هذا السيناريو ديال الدكتور منصف السلاوي. وبانه من بين الامور اللي ربما تقدر تكون هو بانه التقدم ديال الابحاث حول هذا الموضوع واللقاح ديالو يعني من السنه المقبله. ولكن ما يركز في الاخير بانه العالم ما غيبقاش هو نفس العالم ما بعد الكورونا فيروس ماشي هو العالم قبل من الكورونا فيروس، وبان مجموعه ديال الامور غتطور سواء في العلاقات الاجتماعيه في الاقتصاد، في مجموعه ديال الامور ما غتبقاش كيف ما كانت. يعني العالم اللي كنا كنعرفوا سابقا ماشي هو العالم اللي جاي فيما بعد. كنشكروهم مره اخرى، ايضا كنشكر مره اخرى من الدكتور محمد اليوبي مدير الاوبئه بوزاره الصحه، يعني خصوصا هذا المجهود الكبير اللي كيديروه ديال المجهود ديال التواصل، وبانه يعني تقريبا يوميا واحد الشغل يومي. واشكر ايضا الدكتور منصف السلاوي الخبير الدولي في علم اللقاح والمناعه. شكرا لكم مره اخرى. كنطلبوكم بانكم تبقاو في المنازل ديالكم حتى تدوز هذه الجائحه هذه، وان شاء الله الحياه ستعود فيما بعد. شكرا لكم والى اللقاء الاسبوع المقبل.